Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le live hier soir, tous les vendredis soirs 19h, c'était génial. On parle des enfants, comment gérer les enfants, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas pris dans la tourmente de la crise de couple, la crise existentielle de votre conjoint. On s'est régalé hier soir à 19h. Je vous laisse regarder le live. Il est comme tous les lives d'ailleurs, ils sont en replay. Aujourd'hui, on va parler des prises de décision. Hein, vous avez bien compris que vos conjoints en crise existentielle avaient des problèmes de prise de décision et je vous expliquais aujourd'hui directement en direct live des neurosciences hein, comment on prend nos décisions quand on est en crise existentielle et ça va vous effrayer et ça dépend effectivement de nos états internes. Dans le rôle de la motivation sur la réalisation des tâches comportementales, je vais me séparer, je vais aller voir le notaire, je vais aller voir l'avocat, etc. Hein, le rôle de la motivation sur la réalisation des tâches est connu hein, bien avant les neurosciences. On peut parler des travaux de Dillingman et de Yerkes il y a très longtemps, c'était au début du XXIe siècle. Et l'équipe finalement de l'université de Genève qui a travaillé sur le sujet de la motivation nous a confirmé ce que nous on voit tous les jours en coaching sur le terrain avec vous, comment la motivation altère les circuits neuronaux responsables de la perception sensorielle précédant la prise de décision. La motivation va altérer la prise de décision. Si vous êtes très motivé pour récupérer votre conjoint, vous pouvez avoir un certain nombre de décisions parasites. C'est pour ça que les formations sont là, pour ne pas que vous fassiez d'erreurs dans vos prises de décision et les coachings éventuellement aussi. Et en revanche, vos conjoints en crise existentielle ont des prises de décision très négatives qui finissent finalement par cette phase d'épuisement que toutes les personnes en crise ont vécu sans pratiquement aucune exception. Donc finalement, un niveau de motivation trop élevé ou trop faible va affecter notre perception et donc nos choix. Donc au début, votre conjoint est super motivé parce qu'il croit que la souffrance vient sa souffrance vient de vous, de votre couple, donc il est prêt à tout casser, à faire en sorte que ses enfants souffrent, à partir, à avoir des problèmes financiers pour s'extirper de dans ce calme de cette situation. Et en réalité hein, ce qui se passe c'est que les perceptions ne sont plus là et à la fin sont altérées, ne sont plus là, elles sont là, les perceptions sont altérées et à la fin de la crise existentielle la motivation est trop faible pour partir et donc là aussi on a des mauvais choix et on se retourne contre son pansement. Donc les méthodes d'apprentissage que vous avez dans les formations vous permettent directement de comprendre comment fonctionnent les neurosciences et d'utiliser nos avancées en neurosciences. Donc beaucoup des décisions que vous prenez et que vos conjoints en crise prennent sont motivées par des besoins. Hein. Donc besoin de liberté pour votre conjoint, besoin d'aventure pour votre conjoint qui s'aperçoit qu'à la fin de la phase 2 vous avez eu beaucoup trop de sécurité et beaucoup peu d'aventure et cette prise de décision finalement qui est un processus complexe, va amener votre conjoint à l'épuisement et vous au départ quand vous êtes un bébé pirate, le mode survie, hein, le mode où vous faites plein d'interdits, hein, ce processus complexe, vous faites plein d'interdits où vous ne maîtrisez pas votre cerveau, peut entraîner, hein, vous avez des amis qui ont divorcé, peut entraîner un divorce si vous ne faites pas ce qu'il faut. La crise existentielle, la crise de couple n'est qu'une phase de transition, mais si on ne fait pas ce qu'il faut, hein, ça peut être mortel pour le couple. Vous avez, je n'ai pas besoin de vous le dire, des statistiques qui vous montrent que les personnes qui ne sont pas en crise et qui font beaucoup d'interdits dans le couple pendant la crise de leur conjoint font que le couple peut aussi basculer du mauvais côté. Donc les processus complexes, vos erreurs de bébé pirate, sont influencés par les facteurs externes, c'est-à-dire votre conjoint qui fait des bêtises, l'environnement, hein, les individus, et finalement les erreurs que font votre conjoint en début de crise peuvent vous amener à faire des bêtises, vous aussi, hein, quand vous êtes bébé pirate, des interdits, et finalement votre niveau d'humeur, votre niveau d'attention, votre niveau de motivation va être perturbé. En neurosciences, évidemment, on connaît bien maintenant
les circuits neuronaux qui sont impliqués dans la prise de décision et dans les travaux les plus récents. Alors quand je dis récent en neurosciences, hein, c'est dans les 6 derniers mois. Hein, voilà. Alors, on n'est pas sur la PNL des années 70 qui n'a pas évolué depuis 1970, mais en neurosciences, on évolue tout le temps. Hein. Donc dans l'étude de la motivation, de la perception, de la prise de décision, tous les 2-3 mois, on progresse. Hein, voilà, donc, bon. La PNL dont je vous parle souvent, j'aime beaucoup la PNL parce que c'est un truc de débutant qui permet d'entrer notamment dans la compréhension de l'humain, mais ça a été stoppé à des études de marketing de 1970, donc c'est très bien pour débuter. Vous avez besoin d'informations beaucoup plus stables, beaucoup plus pertinentes. Hein, la crise d'un conjoint, c'est important, une crise existentielle, c'est important, et faire en sorte que vos enfants ne souffrent pas pendant toute leur vie, c'est important. Donc depuis finalement la fin du XXe siècle et même un peu avant, on sait déjà qu'il existait une relation entre la motivation et les performances, hein, et beaucoup de motivation finalement, ou peu de motivation était préjudiciable à la performance. C'est pour ça que quand vous êtes en dépendance affective, quand vous êtes trop sur votre conjoint, je veux récupérer, mais non, tout de suite dans les 15 jours, dans les 3 semaines, vous allez avoir des échecs. Hein, quand il y a trop de motivation, et quand il n'y a pas de motivation, j'ai envie d'abandonner, j'en peux plus, j'ai plus trop d'énergie, vous prenez dans les 2 cas les mauvaises décisions. Je vous rappelle une histoire qu'un pirate a racontée sur le groupe des pirates sur Facebook, sur éviter la séparation, éviter les divorces et récupérer son ex. Vous avez le groupe Facebook qui est en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 110 formations. Le catalogue des 110 formations est en descriptif de cette vidéo et vous avez dessous les liens avec les lieux de rencontre des pirates, hein, notamment le groupe Facebook et le Telegram. Hein, tout ça descriptif de vidéo, le catalogue, et dessous vous avez tout ça. Donc finalement, si vous n'êtes pas assez motivé, si vous étiez, comme on avait dit la semaine dernière, dans les formations de la semaine dernière, dans la traversée du désert, vous pouvez avoir une performance médiocre. Et si vous êtes trop motivé, vous allez avoir des circuits neuronaux qui vont mal fonctionner et il va y avoir ce qu'on appelle un brouillard, un bruit, hein, dans les circuits neuronaux. Donc si je vous rappelle, donc j'ai fini ma phrase, Bruno, on se calme. Dans le groupe Facebook, c'était la semaine dernière, une histoire, hein, d'une personne qui avait divorcé. Un bébé pirate va chez elle pour faire on appelle ça, des travaux. Elle explique qu'elle est seule, qu'elle a divorcé, etc. Le bébé pirate lui dit mais vous n'avez pas eu des regrets du divorce? Elle dit jamais de la vie. Alors le bébé pirate qui a eu un peu peur, j'ai pas de regrets. Et on s'aperçoit, il demande pourquoi. Il dit parce que mon conjoint m'a harcelé pendant des minutes et des heures et des heures. Il est venu taper à la maison et tout ça a fait que finalement j'ai plus envie d'être avec lui. Donc c'est souvent la trop grande, la fausse motivation comme le bébé pirate qu'il faut faire des interdits. Donc en neurosciences, on observe comment les informations sensorielles transmises par les neurones du cortex sont altérées par le degré de motivation et dans quelle mesure, hein, cette dernière, hein, cette motivation peut avoir un effet sur l'apprentissage, la performance dans une tâche décisionnelle. Hein, ça nous intéresse au niveau des neurosciences. Donc on développe un paradigme, hein, vous avez une formation sur les nouveaux paradigmes comportementaux, impliquant évidemment au départ dans les neurosciences, j'aime pas ça mais c'est comme ça, des souris, dans un régime de consommation d'eau. Hein, on entraîne les souris à répondre à des stimuli tactiles via de moustaches, hein, une moustache A et une moustache B, et on va produire une action, hein, par exemple les chiens bêts qui va donner une goutte d'eau. Donc on entraîne les souris pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Et suite à cet entraînement, les souris ont réagi principalement à la stimulation des moustaches. Les souris sont très fortes en apprentissage. Hein. Donc on réagit principalement à la stimulation, par exemple, de la moustache A, et on indique ainsi les capacités à discriminer les deux sensations. Et les chercheurs mènent à ces expériences des niveaux décroissants de soif afin de faire varier la motivation des rongeurs à participer à la tâche. Très soif ou pas soif du tout. Donc finalement, on s'aperçoit chez les souris aussi que l'hypermotivation brouille les informations sensorielles. C'est pour ça que vous faites des erreurs quand vous êtes des bébés pirates, parce que vous êtes en mode survie et vous faites des erreurs de décision.
en état de grande soif, par exemple, donc la grande motivation, on va dire, les rongeurs performent mal. Hein, ils lèchent les becs où il y a de l'eau, là, sans discernement, sans distinguer les moustaches stimulées. Est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche? En revanche, quand on a un état de soif modéré, c'est-à-dire qu'on a fait comment dire, de la neurohypnose, qu'on est détendu, etc., et bien finalement, on s'aperçoit que les souris lèchent principalement le bec lorsque la moustache A était stimulée simplement. Donc c'était comme pour comment on appelle, le chien de Pavlov, hein, c'était les mêmes méthodes où on teste la motivation et on s'aperçoit que un chien qui a faim, par exemple, est beaucoup plus motivé et apprend plus vite. Donc finalement, lorsque les souris n'avaient pas soif du tout d'ailleurs, ou très peu soif, leur performance dans les tâches chutait. Donc si on observe l'activité des populations neuronales qui sont responsables de la prise de décision perceptive, on découvre que les neurones des circuits sont inondés de signaux électriques lorsque les souris sont hyper motivées. Donc en quelque sorte, ça fait des bugs dans le cerveau, ça fait des fils qui se touchent, pour dire. Et à l'inverse, dans un état de motivation très faible, les signaux sont trop faibles pour permettre l'apprentissage. Donc l'hypermotivation entraîne une forte stimulation des neurones au niveau cortical, hein, au niveau du préfrontal, ce qui entraîne une perte de précision dans les perceptions. Et en revanche, dans un état de faible motivation, la précision des informations sensorielles est récupérée, mais la force du signal est trop faible, hein, pour qu'il soit transféré correctement. Donc qu'est-ce qu'il fait le capitaine avec vous? Déjà, il vous fait rire. Déjà, il vous donne des formations. Déjà, il vous fait des lives. Pourquoi on fait tout ça? D'abord pour vous donner un niveau de motivation raisonnable, hein, pour que l'apprentissage puisse fonctionner, mais aussi, on baisse la pression. Le capitaine, il vous donne des témoignages, il demande aux pirates qui ont réussi de vous expliquer comment ils font. Les pirates qui ont réussi ont été patients. Pendant la phase plateau, on dit quand le conjoint est en down, vous faites quelque chose qui va bien, vous faites de la neurohypnose. À chaque formation, vous avez de la neurohypnose pour baisser votre niveau de stress, pour baisser votre niveau de survie. Donc ici, non seulement on a les formations qui apprennent à savoir comment il faut faire pour récupérer son conjoint, mais aussi tout le mindset, d'ailleurs, une formation sur le mindset, sur la Grinta, qui vous permet d'avoir un niveau de motivation régulier. Pas en hypermotivation où on fait des bêtises, comme le monsieur là, dans l'histoire que je racontais tout à l'heure, qui avait harcelé son ex-compagne. Au contraire, je vais abandonner parce que je n'ai plus de motivation. Hein. Donc là, il n'y a pas assez de stimuli. Donc finalement, on apprend grâce aux neurosciences, les bases neuronales qui nous permettent de récupérer notre conjoint. Hein, les niveaux de motivation n'impactent pas seulement la prise de décision, mais aussi la perception des informations sensorielles. Donc, vous pouvez être très énervé ou pas réagir par rapport aux bêtises de vos conjoints, notamment pendant la phase d'alarme. Donc, tout ce que j'essaie de vous apprendre au cours des formations montre qu'il est nécessaire de découpler l'acquisition et l'expression des nouvelles connaissances d'une super motivation, d'une hyper-motivation. Hein, si j'ai l'impression que je vais mourir, que c'est la survie, je ne vais pas apprendre. Hein, ça ne sert à rien d'aller parler à des conjoints quand vous êtes hyper motivé, parce que vous allez faire des bêtises. Donc, comme les souris, comme pour les humains, finalement, hein, on peut comprendre rapidement que la règle pour réussir ces motivations vient d'une motivation raisonnable, d'accord, et qu'une perception altérée, hein, va faire que l'on va prendre les mauvaises décisions. Donc, en hypermotivation ou en hypomotivation, on va prendre des mauvaises décisions. Donc ce rôle de la motivation, ce décryptage du rôle de la motivation dans l'apprentissage vous ouvre les voies pour récupérer votre conjoint avec le niveau optimal de motivation, hein, avec les vidéos que je vous fais, avec sur Telegram les audios de motivation du matin, les réponses aux commentaires, tout ça pour vous continuer à vous motiver quand vous avez des baisses de morale, hein, vous avez le groupe Facebook où je vous motive aussi, mais je vous calme quand on est super excité au début, qu'on veut tout faire, qu'on va faire, je l'appelle, je vais le voir, je tape à sa porte, etc. Parce que vous n'avez pas le bon apprentissage, vous n'avez pas les bonnes réactions et vous n'aurez pas les bonnes perceptions. Vous penserez peut-être que votre conjoint veut se séparer alors qu'il est simplement en crise. Vous n'aurez pas les bonnes perceptions si vous n'avez pas le bon mode de motivation régulier, moyen, admirable.
Bon, samedi les pirates, donc tout ça vous allez me le faire avec les enfants, hein, puisque c'est la formation de la semaine, hein, comment faire en sorte que les enfants passent bien la crise existentielle de votre conjoint. Et là aussi, c'est votre motivation régulière, tout est dans la régularité. Si je suis champion du monde tennis, c'est de la régularité. Si je veux monter une entreprise qui marche, c'est de la régularité. Donc la motivation, elle est régulière, c'est pas des pics où je vais rentrer dans mon conjoint et dire ça suffit maintenant, ou où je vais complètement me mettre je voudrais abandonner. C'est ce pic de motivation que le capitaine, avec les formations, essaie de vous donner chaque jour pour qu'il soit régulier et qu'à la fin de la crise existentielle de votre conjoint, vous soyez encore ensemble. Bruno Marshall, il vous dit passez le samedi que vous méritez avec une motivation égale.